Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, aujourd'hui, on va parler, vous allez me dire, encore une fois, d'un sujet particulier qui me tient vraiment à cœur puisqu'il y a un lien, on va dire, quand même assez direct avec l'électromobilité, c'est-à-dire la pollution qui est liée au transport et en particulier les véhicules, des particuliers, qu'il s'agisse de la pollution atmosphérique, mais aussi de la pollution sonore. Et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec monsieur Olivier Bion. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, donc je vous propose d'abord que vous vous présentez. Quelle est votre, responsabilité actuelle au niveau de Paris? Puisque vous êtes président de Bruit Paris notamment. Et puis après, on va détailler un peu plus à même les types de pollution en Île-de-France et puis quelle est la perspective, qu'on peut prévoir au niveau de la pollution, que ça soit sonore ou de l'air. Donc je vous laisse vous présenter. Donc moi, je suis un élu au conseil régional et au conseil régional, je suis délégué spécial en charge de la santé environnementale et la lutte contre la pollution de l'air. Et donc je suis administrateur de Air Paris, qui est l'observatoire régional de la pollution de l'air, et je suis président de Bruit Paris, qui est l'observatoire régional du bruit. Très bien, donc on voit que vous connaissez quand même bien le sujet, que ça soit au niveau de la pollution atmosphérique ou maintenant, depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, président de Bruit Paris. Comment ça se passe Bruit Paris? Vous pouvez nous présenter un petit peu l'organisation, le nombre de personnes qui y travaillent? Je pense que vous publiez des rapports, à des rythmes assez réguliers sur le bruit à Paris. Alors Bruit Paris, c'est une association D'accord, donc qui est basée en Île-de-France et sont membres plusieurs types de personnalités morales et physiques. On a 4 collèges, mais on a globalement les collectivités locales, les associations, l'État et les parties prenantes, notamment qui sont plus polluants. Donc, par exemple, on a l'aéroport de Paris qui est évidemment très, très impliqué sur ces questions-là. Donc on très essaie bien. de réunir autour de la table un peu tout le monde pour pouvoir discuter le mieux possible et trouver ensemble des solutions. On a 16 équivalents temps plein. D'accord. On est basé à Saint-Ouen, donc dans le nord de Paris. Et on publie effectivement, comme vous le disiez, un magazine qui s'appelle Le Francilophone et qui est trimestriel aujourd'hui. Très bien. À titre personnel, est-ce que vous sentez quand même que ces aspects de pollution, que ça soit atmosphérique ou sonore, deviennent des sujets quand même plus importants, par rapport à ce que je compare il y a 10 ou 15 ans? On sent une préoccupation quand même plus importante à la fois des élus, j'imagine, mais aussi, bah, de nos concitoyens et donc des élus locaux ou régionaux? Bah, sur la qualité de l'air, donc moi, avant d'être élu, j'ai dirigé une association qui s'appelle Respire, qui est l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air. Donc, je suis ce sujet depuis très longtemps, et c'est vrai que sur les 10 dernières années, on voit une progression importante de la prise de conscience dans l'opinion et chez les décideurs, comme on dit maintenant pour dire les politiques en fait, de cette problématique de la qualité de l'air, qui est aussi lié alors, à la fois à la mise en évidence des enjeux sanitaires par toute une multiplication d'études scientifiques qui, à chaque fois, tracent quand même des bilans assez inquiétants, mais aussi parce qu'il y a eu des actions en justice qui sont très importantes. Il y a eu la Cour de D'accord. justice de l'Union européenne et le Conseil d'État qui ont condamné la France. Donc, évidemment, ça impose des réactions. Donc, il y a une prise de conscience très forte sur la qualité de l'air. Maintenant, je vais m'attaquer à essayer de faire que cette prise de conscience, elle soit aussi importante sur les nuisances sonores, qui sont presque aussi importantes en termes de santé publique, mais qui sont encore beaucoup moins présentes dans le débat public et dans les actions politiques. Et je pense que c'est un objectif que dans les années à venir, faire prendre conscience à l'ensemble de notre société de l'importance des nuisances sonores pour la santé de tout le monde. Très bien. Alors, je vais peut-être embrayer sur ce que vous venez de dire, juste en partageant, mon écran pour montrer parce qu'il y a sur le site en fait, hein, vous avez c'est le site Bruit Paris, hein, qui est très bien fait, qui permet, de montrer, l'impact visuel, enfin visuellement,
on peut voir comment ça se passe au niveau de la pollution, sonore. Donc c'est par exemple, voilà, j'ai pris cet exemple sur le site de Bruit Paris. Donc là, on voit, je crois que c'était en 2019, vous voyez, on voit avec les différents niveaux de couleur, bah, l'intensité du bruit, si je peux dire, sachant que, voilà, alors évidemment, ce qu'on voit en pourpre là, on imagine bien que c'est le périphérique, hein. Et on imagine aussi que les gens qui vivent autour du périphérique, autour de la 86, bah, évidemment, le bruit est beaucoup plus important. Mais on voit aussi qu'au sein de Paris intramuros, il y a aussi, bah, au niveau des grandes artères, un bruit significatif. On a une idée après, ouais, je pense que voilà, on peut aussi regarder, hein, sur le site un peu plus à même le niveau de bruit moyen. Donc j'ai essayé de passer sur le site de Bruit Paris. On a un niveau de bruit, on va dire, à peu près, je crois que c'est 55 décibels, quelque chose comme ça, niveau bruit moyen. Et bon, moi, forcément, c'est quoi le niveau de tolérance, en fait? Parce qu'évidemment, quand on veut dormir, j'imagine que 55 décibels, c'est beaucoup. Mais à la fois, on s'y habitue, puis de l'autre côté, c'est comme un stress qui est là tout le temps, quoi, pour les usagers. Alors, juste peut-être pour rebondir sur la carte, ce qu'on voit, c'est que effectivement le facteur principal de bruit sur cette carte, c'est les transports, et Ouais. c'est un point commun avec la pollution de l'air. Oui. Et c'est pour ça aussi que je suis ravi de m'occuper des deux sujets à la fois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Encore une fois, les transports sont la principale cause de bruit en zone urbaine et sont très impliqués dans les niveaux de pollution de l'air. Alors, la différence peut-être avec la particularité du bruit, c'est que d'abord, il y a une surreprésentation du bruit aérien. En tout D'accord. cas, en Île-de-France, on Oui. a des grands aéroports qui sont très actifs, avec des populations très proches. Donc, il y a un vrai enjeu pour ces populations-là. Et puis, il y a une deuxième particularité, c'est ce qu'on appelle les activités récréatives. En d'autres termes, ce sont les bars, les activités nocturnes et les gens qui font la fête dans la rue. Et notamment suite au Covid et à l'extension des terrasses et Mmh. au fait que les gens font la fête plus dehors que dedans, pour des raisons tout à fait logiques qui sont justifiées, ça crée des nuisances. Et Bruit Paris vient, par exemple, de publier une étude assez, je pense, importante, qui montre que dans le cœur de Paris, le quartier du centre, qui est celui où il y a les activités festives, bien sûr, pas Mmh. que là, mais enfin, c'est quand même un pôle d'activités festives, eh bien, les nuisances donc, liées à ces activités récréatives sont supérieures à celles liées au transport routier. Donc, ce Ah, qui montre leur importance. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça a été largement sous-évalué. Donc, voilà, on ouvre des pistes pour une action publique, j'espère, sur cette thématique. ah bah, Alors, très bien. pour les niveaux d'exposition, les seuils, etc., alors c'est en fait assez compliqué, Mmh. euh, plus compliqué d'une certaine manière que sur la pollution de l'air, où il y a des seuils légaux, réglementaires, assez finalement simples à comprendre. La difficulté du bruit, c'est que bon, il y a deux types de toxicité, parce qu'évidemment, on se place du point de vue de la santé publique, c'est ce qui nous intéresse. Mmh. Il y a ce qu'on pourrait qualifier de bruit aigu, donc un bruit très très fort qui va vous faire mal aux oreilles, qui peut avoir des conséquences directes sur le système auditif, Mmh. peut provoquer des hyperacousies, des acouphènes, voire des surdités transitoires ou définitives, qui surviennent à des niveaux très élevés, autour de 85 décibels. Mais en fait, le problème du bruit, c'est que son exposition de manière répétée à des niveaux plus faibles peut avoir des conséquences très importantes. Vous parliez du sommeil, mais globalement, alors le sommeil et le stress, la gêne auditive, comme on dit aujourd'hui, elle peut survenir avec des niveaux relativement faibles, donc même inférieurs à 65 décibels. Mmh. Et si elle est répétée, elle peut générer du stress, de l'angoisse, des insomnies. Et ça se retrouve après au niveau de l'ensemble des fonctions métaboliques de l'être humain, que ce soit des troubles hormonaux, des troubles neurologiques ou psychologiques, de l'obésité. Enfin, il y a tout un ensemble de conséquences qui font qu'en fait, le fardeau sanitaire du bruit
est en fait énorme, bien plus qu'on le soupçonnait, on pensait il y a encore quelques années. Et là, aujourd'hui, le bruit, d'après les dernières études, est la deuxième nuisance environnementale en Occident, juste derrière la pollution de l'air, encore une fois, à cause de ces effets à long terme, cette nuisance quotidienne qui peut vraiment pourrir la vie des gens. Très bien. Alors, j'espère qu'on voit sur l'écran, là, parce que j'ai partagé d'autres schémas du site du bruit Paris. Donc, on comprend bien qu'il y a cette partie aiguë, hein, où c'est plutôt traumatique, on va dire, où ça peut impacter vraiment l'oreille en tant que telle, hein, dans l'oreille interne notamment. Et puis, on a plus le bruit chronique. Alors, je rebondis un peu au niveau de l'électromobilité, parce que j'en parle surtout souvent sur ma chaîne. D'une part, quand on conduit en électrique, il y a quand même moins de bruit, d'une manière générale, dans la voiture, jusqu'à une certaine vitesse, donc c'est un peu plus apaisant. Mais ce que j'aimais aussi sur ces schémas, j'espère qu'on les voit bien, c'est que à faible vitesse, quand même, le moteur, les véhicules thermiques, on va dire, c'est le bruit du moteur qui prédomine, qui prévaut. Et puis, évidemment, en plus, quand on change de vitesse, qu'on accélère en première, deuxième, etc., moi, je le sens bien aussi, même ici dans l'Alsace, hein, quand on a des petites villes, que les gens sont au feu rouge, puis redémarrent, on sent bien le bruit du moteur. Et on voit que, au bout d'un certain temps, d'une certaine vitesse, pardon, le bruit total, c'est surtout le bruit de roulement. Et là, il y a plus de différence entre un véhicule thermique et électrique. Par contre, en ville, surtout à Paris, où je pense qu'il y a quand même pas mal de bouchons, où on roule plutôt à faible vitesse, je pense que le bruit du moteur a quand même un impact significatif. Et c'est une des préconisations aussi, hein, sur le site, c'est que le véhicule électrique pourrait aider, jusqu'à un certain point évidemment, pour diminuer un peu cette pollution sonore, on va dire, par rapport au véhicule thermique. Mais évidemment, ce n'est pas la solution miracle non plus. Absolument. Et en fait, on retrouve encore une similitude entre bruit et air, puisque le véhicule électrique, il ne résout pas tous les problèmes, mais il réduit quand même fortement. Donc, vous l'avez expliqué, hein, en termes de bruit, il y a le bruit moteur et le bruit frottement sur la route. Donc, les véhicules électriques suppriment le bruit moteur, mais il reste le bruit de frottement sur la route qui donc dépend de la vitesse, mais quand même, il supprime une cause vraiment importante du bruit. Et les véhicules électriques, c'est un peu la même chose. Ils suppriment la pollution de l'air issue du moteur, du pot d'échappement, mais elles ne suppriment pas l'autre source de pollution qui est celle de l'usure, alors contre la route ou avec les freins. Mais encore une fois, elle ôte une composante importante de la nuisance. C'est quelque chose que je pense que vous avez aussi étudié quand vous étiez plus au niveau pollution atmosphérique, l'impact de la transition automobile d'un parc thermique à un parc électrique. C'est quelque chose qui a été essayé de quantifier. On a essayé de modéliser un peu l'impact positif que ça pourrait avoir, parce qu'évidemment, c'est qu'une partie de la pollution atmosphérique, hein, les véhicules thermiques. Il y a aussi les poids lourds, il y a la combustion, on va dire, avec les cheminées, etc., plus l'industrie, l'agriculture. C'est quelque chose, on a une idée déjà, on va dire, si on essaie de se projeter dans 15-20 ans, parce que la pollution diminue quand même d'une manière générale. Il faut être honnête aussi, hein, la pollution n'augmente pas, mais elle diminue parce que les voitures progressent aussi au niveau pollution. Est-ce qu'on a une idée, pour résumer, dans 15-20 ans, quand le parc aura vraiment changé, l'impact sur la pollution atmosphérique? Alors là encore, je trouve intéressant de faire la comparaison entre air et bruit. Effectivement, vous le dites, la pollution de l'air diminue sur les facteurs réglementaires les plus importants, donc sur les principaux polluants, donc qui sont les particules fines, les particules moins fines, donc les PM10, les PM2,5, ou les gaz, donc le dioxyde d'azote. On a une diminution de 30 à 40% en 10 ans, ce qui est vraiment très très important. Et quasiment on a quasiment atteint les seuils légaux qu'on dépassait jusqu'à présent. Donc, il y avait des zones de non-droit, ce qui était quand même problématique. Mais là, on a quasiment résorbé ces zones de dépassement, sauf à proximité immédiate des grands axes routiers, où là, il y a encore des problèmes et ce ne sera pas forcément facile de les résoudre. Mais en tout cas, on a bien progressé, en tout cas sur ces paramètres réglementaires. C'est pas la même chose sur le bruit. Le bruit, il diminue pas, il est peut-être même plutôt tendance à augmenter parce que on est dans une ville de plus en plus dense, de plus en plus active, de plus en plus nocturne, avec les gens qui travaillent en rythme décalé, qui travaillent tard, les magasins qui sont ouverts en permanence, etc. Donc le bruit n'est pas sur une tendance à la diminution, en tout cas en ville.
D'accord. Et c'est un petit peu dommage, évidemment, et on va essayer de régler ça si on peut, nous, à Bruit-Parif. Mais enfin, en tout cas, on fera ce qu'on pourra pour y arriver. Alors, ce que je vais montrer, Après, ça. juste pour répondre à votre question, alors les scénarios, les scénarios sur la pollution de l'air, ils dépendent de la pénétration de la voiture électrique dans le parc. Vous savez que bon, il y a une forte croissance des ventes, Oui. mais ça reste encore relativement faible en tant que en pourcentage du parc. Euh, Évidemment, ça joue un effet positif. En fait, euh, il y a différents scénarios, hein, mais ça pourrait vraiment résorber, donc y compris les points noirs qui restent en Ile-de-France et dans d'autres grandes villes. Mais pour cela, il faut quand même atteindre une part de parc qui soit raisonnable, et là, on n'y est pas encore. Donc, en fait, tout dépend de cette pénétration du véhicule électrique en termes de pollution de l'air. Et en termes de bruit, pareil. Alors là, pour le coup, moi, je n'ai pas connaissance de modèle de simulation d'impact, mais c'est évident que ça pourrait jouer un rôle. Sur le bruit, on a fait une étude, alors qui n'est pas directement liée à votre question, mais qui peut-être y répondra en partie. C'est on a essayé de mesurer l'impact de la diminution de la vitesse légale en ville. Donc Paris est passé en zone 30 pour une grande partie de son territoire. Et on a vu que ça permettait de diminuer de 1,5 à 2 décibels. Donc c'est léger, mais c'est pas nul. Donc bon, voilà, la modification du parc roulant et des pratiques, puisque c'est aussi très important, peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la situation. Alors, je sais que ça a été pas mal de polémiques hein, sur cette limitation à 30 en Paris, parce que d'un côté, je comprends aussi qu'on diminue la vitesse, donc bon, il y aura un peu moins de bruit. Mais niveau pollution, je ne suis pas convaincu à 100% si les gens passent plus de temps pour aller d'un point à un point B. La pollution d'une voiture, c'est pas parce qu'on va de moins en moins vite qu'elle pollue de moins en moins. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Donc, en fait, aujourd'hui, enfin, simplement sur les bancs d'essai, on peut voir que, en fait, il y a un optimum bon, vitesse de croisière, et que dès qu'on ralentit, en fait, quand on va moins vite, et ben, en fait, par kilomètre parcouru, on va polluer un peu plus. Toute la difficulté, c'est de passer de ces courbes presque théoriques à des études en conditions réelles avec des comportements réels. Donc, on sait que justement, les gens en ville, ils accélèrent, ils ralentissent, ils freinent, ils redémarrent. Et ça a plus d'impact d'une certaine manière encore que la vitesse. Et donc, quel impact en termes de pollution la diminution de la vitesse à 30 km/h peut avoir? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a toujours pas de réponse très claire. Et en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve que cette diminution permette effectivement de diminuer la pollution de l'air. Très bien. Écoutez, c'est aussi mon sentiment, mais j'ai pas fait d'études sur la question très poussée. Par contre, un domaine que je connais plus particulièrement en tant que scientifique, c'est celui de la santé. Vous avez commencé à en parler, hein, au niveau du bruit, on voit bien que le stress chronique peut, et je pense que c'est un des critères majeurs aussi pour nos concitoyens en termes de confort, c'est-à-dire une absence de bruit ou un bruit, on va dire, limité, en dehors de celui familial, on va dire. Euh, Au niveau de la pollution atmosphérique, là, je pense que depuis quelques années maintenant, on voit clairement l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des concitoyens. À titre personnel, je me souviens, j'avais peut-être 10 ou 12 ans, j'habitais dans les Yvelines. Il y avait un gros pic de pollution à l'époque, et puis à l'époque, il n'y avait pas les filtres à particules. Il y avait encore l'essence avec plomb. Les seuils étaient beaucoup plus élevés. Je peux vous dire que j'avais dû aller à l'école, je ne me rappelle plus si j'étais en 6e ou en CM2, en RER, pour y aller, même à cette époque-là, je ne me sentais pas super bien. Je m'en souviens encore maintenant, 30 ans plus tard. Donc, même si ça a amélioré, on imagine bien, voilà. L'impact, on peut peut-être commencer par l'impact au niveau de la fonction respiratoire, notamment chez les enfants. Là, c'est clair, hein, on a vraiment des données sur ce sujet. Oui, alors aujourd'hui, sur la pollution de l'air, on a beaucoup de données. Il y a plus aucun débat sur la réalité du problème. Les ordres de grandeur sont gigantesques, hein. On estime qu'il y a autour de entre 40 et 50 000 morts par an. Donc, ça veut dire une ville française qui disparaît chaque année à cause de la pollution de l'air.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une prise de conscience progressive. Donc, globalement, le schéma est unanime, mais il y a une prise progressive. D'abord, évidemment, on a découvert les aspects respiratoires, donc les crises d'asthme, les irritations, ce qu'on appelle voies respiratoires supérieures. Ensuite, les cancers du poumon. Alors, aujourd'hui, c'est assez simple. Tous les cancers du poumon qui ne sont pas liés à la cigarette sont liés à la pollution de l'air. Donc, ça fait quand même pas mal. Enfin, Oui. Mais ça, c'est encore qu'une petite partie du problème. Il y a 10-20 ans, on a commencé à prendre en compte les aspects cardiovasculaires. Parce que le problème de la pollution de l'air, c'est qu'une fois qu'elle arrive dans les poumons, elle passe dans le sang. Et là, elle va d'abord pouvoir aller dans tous les organes, ce qui explique un certain nombre de cancers, mais elle va aussi irriter les veines, les artères, le cœur. Et donc, elle va causer des AVC, des accidents cérébrovasculaires ou des infarctus. Et aujourd'hui, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle dit un tiers, à peu près, un tiers des AVC et des infarctus sont causés par la pollution de l'air, ce qui explique en fait cette mortalité gigantesque, parce que ce n'est pas que justement les points respiratoires. Et ça, c'était il y a quelques années. Ça explique aussi que dans les statistiques médicales, on a augmenter finalement le nombre de morts liés à la pollution de l'air. C'est pas que la situation se soit dégradée, puisqu'au contraire, elle s'améliore globalement, mais c'est que notre compréhension de sa toxicité s'est améliorée. Et puis là maintenant, on découvre d'autres aspects. On découvre les aspects sur le cerveau, alors qui sont évidemment très graves. On découvre une relation avec la maladie d'Alzheimer, par exemple. On a découvert dans les plaques amyloïdes, donc les marqueurs de la maladie, des particules de pollution. Donc c'est très inquiétant. Il y a 48 millions de personnes qui ont Alzheimer dans le monde, et c'est, je crois, la deuxième maladie la plus coûteuse pour les systèmes de santé en Occident. On s'est aperçu aussi que ça avait des conséquences alors sur les développements cognitifs des enfants. Donc le QI des enfants est plus bas dans les zones polluées que dans les zones non polluées. On s'aperçoit que ça a des impacts sur la dépression. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre que la pollution de l'air accroît le risque de suicide. Et en fait, tout ça, c'est lié à un nouveau mécanisme qu'on vient de découvrir récemment. C'est que la pollution de l'air, plutôt que de passer par la bouche et les voies respiratoires, elle passe par le nez, elle remonte le long du nerf olfactif, elle passe directement dans le cerveau. En fait, elle passe à travers les barrières habituelles de protection. Et là, elle génère une inflammation qui peut avoir donc plein de conséquences très variées. Et puis là, on est en train de découvrir un nouveau type d'impact sur la reproduction. Alors, un petit peu comme la cigarette, on sait que la pollution de l'air, elle génère des naissances prématurées, mais elle pourrait aussi renforcer le risque de mort à la naissance, donc les morts-nés. Là, il y a une étude chinoise qui vient de sortir qui dit que la pollution de l'air, au niveau mondial, serait responsable de 800 000 morts-nés par an. Enfin, c'est gigantesque, c'est terrible. Les chiffres sont tellement énormes que je n'ai même pas eu encore vraiment l'occasion de les vérifier, mais si c'est confirmé, c'est gigantesque. Et puis, il y a aussi un risque sur la fertilité, diminution de la qualité des spermatozoïdes. Donc, enfin, c'est vraiment multifactoriel, c'est gigantesque. Alors, la voiture a un impact, le transport automobile, c'est pas le seul, faut être honnête, au niveau des particules, c'est loin d'être le facteur majoritaire, mais on peut nettement l'améliorer. Je connais aussi bien ce sujet, au niveau des particules, pour résumer un petit peu, ces particules fines. Alors, il y a plein de types de particules différentes dedans, vous avez de l'ammoniac, vous avez du chlore, vous avez des composés organiques volatiles, et effectivement, ça passe parce que le cerveau, il y a la barrière hémato-encéphalogrammaire derrière, qui est faite avec différentes cellules qui, normalement, empêchent vraiment beaucoup de substances, on va dire, exogènes, de passer dedans. Mais c'est tellement petit, puisque là, on parle de nanomètres, c'est tellement petit que ça passe à travers, et une fois que moi je l'ai vu au niveau microscope électronique, quand vous avez ces particules dans le cerveau, ça repartira pas, ça restera. Et même dans le poumon, vous avez des systèmes de clairance de ces particules avec des macrophages. Mais il y avait, je me rappelle, il y a des années, il y avait une étude où des publicités ont montré les poumons d'un fumeur et des poumons d'une personne. Alors là, c'est un peu différent quand même, mais quand même, un poumon, on pourrait prendre les photos d'un poumon d'un citoyen qui habite à Paris et puis quelqu'un qui habite à la campagne avec de l'air beaucoup plus pur. Je peux dire qu'il y a une sacrée différence au niveau de rien que de l'aspect du poumon. Donc, vous imaginez la capacité respiratoire. Donc, ça pose effectivement beaucoup de problèmes de santé publique. Alors, la clé pour moi, ce qui est difficile, c'est qu'on a depuis longtemps, j'ai l'impression, de plus en plus, on va dire,
une sorte, et j'avais fait l'interview d'Alexandra Lejeune, que vous connaissez peut-être, de la Ligue des conducteurs, on sent quand même qu'il y a, on va dire, un conflit un peu entre l'intérêt collectif, sociétal de la santé, et puis l'intérêt particulier où, évidemment, on a toujours besoin de se déplacer, d'aller à un point A à un point B. Et on pourrait parler aussi des nouveaux vignettes, enfin des nouvelles zones à faible émission, qui posent aussi un certain nombre de problèmes au niveau sociétal, à savoir que les personnes qui ne peuvent pas acquérir une voiture récente risquent de ne plus pouvoir accéder à certaines parties des agglomérations ou des centres-villes. Donc là, évidemment, ce n'est pas un problème à mon niveau personnel, c'est plus politique. Mais on voit qu'il y a quand même, c'est compliqué d'à la fois améliorer l'aspect environnemental sans qu'il y ait un impact, on va dire, dans la vie de tous les jours des Français. Puisqu'on voit que là, quand même, il y a, je pense qu'on risque d'avoir des difficultés pour expliquer peut-être, et puis aussi au niveau économique, pour que les gens, ou en tout cas inciter vraiment les gens à pouvoir changer de voiture. C'est les gens qui n'ont pas les moyens, et puis le parc automobile est très vieux, je crois qu'il a plus de 10 ans en moyenne. C'est difficile pour les Français d'acheter un véhicule soit neuf ou d'occasion très récent. Et puis en électrique, c'est vrai, j'en parle même pas, c'est encore compliqué. Comment vous percevez ça? Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez ressenti depuis longtemps en contact avec les concitoyens. Comment on peut essayer d'améliorer parce qu'en fait, pour moi, le problème, c'est qu'on ne sent pas cette pollution, vraiment, pour la majorité des gens. Je ne sens pas les particules qui sont dans mon cerveau. Je le saurai peut-être dans 20 ou 30 ans si ça a un impact. Pareil pour mes poumons. Et donc, on se dit, globalement, ça va. Mais en fait, c'est pas vrai. Au niveau collectif, on voit bien tous les morts dont vous avez parlé. Comment on fait pour avoir une transition qui permette aussi aux Français de suivre la tendance? Bon, c'est une vaste question, on pourrait en discuter pendant de longues heures, mais disons peut-être 2 points importants à mon avis. Le premier, c'est si on veut changer les comportements des gens, eh ben, il faut leur proposer des alternatives. Parce que leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais s'ils sont contraints, ça sert à rien. Et en fait, le problème de la plupart des déplacements, c'est que ce sont des déplacements contraints. La voiture, c'est une liberté pour partir en vacances, etc., etc. Mais en fait, pour les gens qui habitent à 40 km de leur lieu de travail, eh ben, c'est une contrainte et ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, l'enjeu, c'est de proposer des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, eh ben, ça ne sert à rien de discuter, on fait juste chier les gens et ça, ce n'est pas une bonne idée. Alors, nous, à la région Île-de-France, on investit énormément pour construire le réseau de transport en commun le plus pratique, le plus dense, le plus efficace, le plus confortable possible. C'est des sommes astronomiques. Alors, on a le réseau, on a 9,4 millions de déplacements par jour en transport en commun sur notre réseau donc de la région. Donc, c'est gigantesque. On construit des nouvelles stations tous les jours. Et l'idée, c'est effectivement de permettre aux gens de se déplacer sans prendre leur voiture. Ils la prennent de temps en temps, mais pas tous les jours, et le moins possible. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est pour les travaux les déplacements à grande distance. Et à plus petite distance, évidemment, mais comme toutes les autres collectivités, on renforce l'usage du vélo. Alors, on a créé ce qu'on appelle le RER vélo. Le RER, c'est nos transports express régionaux. Et on a créé des grandes lignes donc de pistes cyclables. L'intérêt, c'est que ce sont des pistes cyclables qui sont continues, qui sont bien protégées, parce que sur une région, le problème, c'est que si c'est la mairie de la ville 1 qui fait ces pistes et que la ville 2 qui est à côté, elle fait d'autres pistes et qu'elles ne sont pas connectées, et bien quand on veut aller de l'une à l'autre, parce que finalement les Franciliens font des grands déplacements pour aller travailler, c'est pas possible. Donc on a créé ce réseau, c'est énormément d'argent, c'est 600 millions d'euros à l'échelle de notre région, donc c'est gigantesque sur plusieurs années. Et donc c'est un projet qu'on a mené avec les associations d'usagers de la bicyclette. Et pour ce projet, on a reçu le Grand Prix des territoires cyclables, donc on est très très fiers. On fait aussi plein de choses. On a le plus grand projet, enfin le plus grand système au monde de location de vélos longue durée, qui s'appelle Véligo. Enfin, on fait plein de choses sur les transports doux. Et après, la deuxième partie de la réponse, c'est de dire, je pense, en tout cas moi à titre personnel, que sur les transports routiers, on se trompe de cible, on fait chier les gens,
mais c'est pas forcément eux qui polluent le plus. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre les particuliers et les professionnels. Les professionnels, alors que ce soit la livraison de marchandises qui explose en zone urbaine ou le transport de personnes, les taxis, les VTC, c'est des véhicules qui en général roulent beaucoup plus qu'un véhicule particulier. Un taxi à Paris, il peut rouler 250 km par jour, alors qu'en moyenne, un Parisien, il va rouler 40 km. Donc c'est 5 fois plus que 5 fois plus qu'un particulier. Les livraisons, pareil, c'est des véhicules qui roulent en permanence et en centre-ville. Et je crois qu'il faut aujourd'hui recentrer l'action sur la livraison et le transport professionnel, parce que, c'est plus efficace, parce que c'est des véhicules qui roulent beaucoup plus. Genre, on ne va pas embêter quelqu'un qui a une vieille, je sais pas quoi, une 2 chevaux ou une R5, dont il se sert 3 fois par an pour partir en vacances. Ça n'a aucun sens, en plus de lui donner beaucoup d'argent pour renouveler une voiture dont il ne sert quasiment pas. En revanche, aider réellement les professionnels à vraiment, alors pour le coup, passer à l'électrique directement et pas seulement des critères 1 ou 2. Je pense que c'est plus efficace et ça sera aussi plus facilement acceptable parce que justement, on peut cibler les aides vers les professionnels qui sont parfois plus structurés, qui ont parfois plus de moyens, pas toujours, mais en tout cas les grosses entreprises, par exemple Chronopost, et fait de la livraison verte, entre guillemets, donc à peu près sans émissions, dans une vingtaine de villes en France déjà. Ils ont déjà passé le pas et les autres peuvent prendre la suite, je pense, si on met les bonnes incitations et les bonnes aides. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et puis, c'est beaucoup plus acceptable parce qu'on laisse souffler les gens qui, effectivement, de toute façon, n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture à 30 ou 40 000 euros si c'est électrique. Alors c'est compliqué comme sujet, parce que c'est un peu polémique aussi. Nos habitudes de vie changent aussi, je veux dire, c'est tellement facile aujourd'hui de commander quelque chose sur internet et de se le faire livrer. Avant, peut-être que c'était dans les habitudes d'aller 1 fois par semaine faire les courses. Maintenant, on utilise plus des moyens plus modernes. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais donner vraiment un aspect plus au niveau de la pollution sonore, notamment, qui est très bien étudiée à Paris. Et on voit qu'il y a des solutions qui peuvent se mettre en place. Et puis, la pollution atmosphérique, on la connaît aussi très bien, mais montrer aussi, voilà. Et que le véhicule électrique, en tant que tel, alors évidemment, il y a le prix qui est encore difficile pour une grande majorité de Français, mais je suis optimiste. Je pense que ça va s'améliorer avec plus la production va augmenter, plus quand même les tarifs vont baisser. Donc, on va arriver à un prix moyen d'achat qui correspondra à celui d'un véhicule thermique, j'espère, dans les années qui viennent. Après, il y a l'usage qui peut varier, c'est vrai. On a un peu moins de facilité avec un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Et ça, va falloir que les gens ou les personnes y pensent et anticipent et voir comment ils peuvent faire. Et puis, je sais qu'il y a des réfractaires aussi à l'électrique, etc. Mais c'est en tout cas un sujet passionnant. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé sur les principaux sujets que je voulais aborder, savoir la pollution sonore et de l'air. Est-ce qu'il y a un message final que vous voudriez transmettre à mes abonnés ou ceux qui vont écouter l'interview en termes de projection? Voilà comment vous voyez les choses à titre personnel. Vous, dans 10-15 ans, vous pensez qu'on va quand même globalement dans la bonne direction au niveau de la pollution? Je pense que oui, ça va s'améliorer de toute façon, puisque que ce soit thermique ou électrique, c'est plus performant, surtout électrique. Ou les challenges, on va dire, majeurs que vous voyez dans les 10 ou 15 ans à venir, pour vous, s'il y avait vraiment des choses sur lesquelles il faut passer beaucoup d'énergie ou de temps, quels seraient-ils? 2 ou 3 points essentiels pour vous? Évidemment, donc l'enjeu, c'est quel est le rythme de déploiement et de pénétration du véhicule électrique. Ça va changer beaucoup de choses. Après, ce que va démasquer d'une certaine manière l'arrivée du véhicule électrique, c'est l'impact de la pollution issue du freinage et de l'usure des pneumatiques. C'est des sujets qui sont très intéressants et qui gagneraient à être un peu plus étudiés. Et sur le bruit, évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a le bruit moteur, mais il y a aussi le bruit frottement, pareil, de la même manière. Avec, de notre côté, à Bruit Paris, 2 pistes que nous, on explore. D'une part, ce sont les enrobés sonores, qui, donc, sur les zones où il y a un problème
liées à la vitesse, permettent de diminuer par 5 le bruit. Donc c'est vraiment une vraie belle technologie qui change la vie des gens, qui peuvent ouvrir leurs fenêtres, repasser un peu de temps dans leur jardin. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis il y a une technologie qu'on a développée à Bruit Paris qui, je pense, enfin on est à la pointe. L'Europe entière nous l'envie, je crois. C'est des détecteurs de bruit très fins qui permettent d'identifier les véhicules et en fait de créer une sorte de radar à bruit. D'accord. Et je pense qu'une fois qu'on aura ces dispositifs-là, eh ben, les véhicules les plus polluants, pardon, au niveau sonore, eh ben, on pourra les identifier et c'est qu'une petite minorité. Hein. C'est les 2 roues motorisées avec des pots Bah, modifiés, c'est quelques véhicules tunés, comme on dit aujourd'hui, qui peuvent générer énormément de nuisances, même s'ils sont très minoritaires. Eh ben, faut résoudre ce problème-là, encore une fois, qui concerne qu'un petit nombre de conducteurs, mais qui gênent un peu tout le monde. très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut conclure sur ce sujet-là. Et je n'hésiterai pas à revenir vers vous s'il y a des questions de mes abonnés, notamment en Île-de-France. Je pense que j'ai pas mal de personnes qui m'écoutent là. Bonne continuation, mes félicitations pour, écoutez, j'ai hâte de voir les nouvelles publications de Bruit Paris. Et puis, on se dit à très bientôt. On se reste juste quelques secondes après la fin de la vidéo pour faire un petit débrief. Et on se dit à très bientôt sur ETech Alsace. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.